Aujourd'hui, nous recevons donc pour la première fois dans les 2 ans, depuis les 2 ans et demi qu'existe ce séminaire, c'est la première fois que nous recevons un juriste. Bon, donc Lionel Zévonou, merci beaucoup d'être venu de Paris-Nanterre. Lionel Zévonou est béninois, mais il a fait des études à partir du master à l'université de Nanterre. Donc des études de droit, et il a commencé ses recherches non pas sur l'Afrique mais sur l'Europe. Si je me souviens d'hier soir entre deux pisco, 2 bières et tout ça est juste, c'était sur les normes juridiques de la concurrence en Europe. C'est à peu près ça? À peu près ça, merci beaucoup. Après, il a travaillé pour l'OCDE, et c'est seulement après ce détour par, on va dire, pour faire simple, l'expertise, qu'il est rentré à l'Université de Nanterre. Il a été titulaire d'une position à l'Institut universitaire de France. Vous savez, c'est un procédé qui permet de décharger beaucoup les enseignants de leur charge de cours pendant 5 ans, et ainsi ils peuvent faire plus de recherche. Lionel a passé son HDR sur la question des discriminations contre les travailleurs de la SNCF originaires du Maroc. Mais ce n'est pas de cela qu'il va nous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on travaille sur un article qui a été publié dans une revue de la Ligue des droits de l'homme sur droit, voilà que j'ai encore oublié la formule exacte, race, droit et discours de haine. Et c'est quand même assez intéressant dans notre séminaire sur le décolonial, même si Lionel, m'a-t-il demandé de préciser, ne travaille pas lui-même directement sur le décolonial, mais de voir quand même l'approche de la question raciale et du racisme systémique par le droit. Mais par ailleurs, donc, son lien avec les études décoloniales existe quand même. Il est notamment l'un des initiateurs de la revue Marronnage, qui est une revue en ligne, c'est très dur d'obtenir des exemplaires papier, mais j'en ai obtenu quand même pour les faire circuler aujourd'hui. Et là, c'est un numéro sur le capitalisme racial. C'est pas de cela dont nous allons parler aujourd'hui, c'est pas de cela que nous allons parler aujourd'hui, mais si le séminaire continue l'an prochain, on fera certainement une séance autour de cette notion de capitalisme racial qui, naturellement, est très connue en Afrique du Sud, mais qui commence à être discutée bien plus largement. D'ailleurs, par exemple, juste quand j'apprenais l'existence de ce numéro, un grand ami brésilien m'envoyait le PDF d'un livre qu'il va sortir très bientôt et qui s'appelle « Capitalisme racial ». Donc vous voyez, ce sont des thèmes qui commencent à être discutés très largement. Et d'ailleurs, je vais faire passer cette revue des 2 côtés. On a 2 exemplaires. Elle est en ligne, elle est en accès libre. Hein. Il n'y a aucun problème d'accès. Après, c'est un peu plus compliqué pour l'obtenir sur papier. Pour terminer, donc j'ai terminé cette toute petite présentation de Lionel, mais il pourra compléter naturellement. Lionel sera discuté par Mariam Diaye, que tout le monde connaît bien ici, puisqu'elle est donc chercheuse au CNRS à l'âme, et elle est notamment l'animatrice, co-animatrice du séminaire Sciences sociales du droit. Voilà. Elle a beaucoup travaillé sur le Maroc, sur le Sénégal, sur les questions de femmes, dans le droit et tout ça. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité ici. C'est la première fois que je suis... enfin non, c'est pas la première fois. C'est l'une des rares fois où je suis invité à Bordeaux. Et alors, ce papier-là, ce papier qui fait l'objet du séminaire, m'avait été demandé par le SAF, donc le syndicat des avocats de France. Et il faut que vous sachiez, je dois le dire de manière et en toute humilité, que je ne suis pas un spécialiste de ce que l'on appelle délit de presse. Okay. Les délits de presse, qu'est-ce que c'est? C'est la diffamation, l'injure, principalement. Mais il y a d'autres choses. L'injure, globalement, c'est un propos offensant contre une communauté, et la diffamation, à l'inverse, c'est un propos qui spécifie une personne en vue de l'outrager, de la blesser, etc. Et ce qui m'avait été demandé, c'est de travailler sur cette question en juriste, mais avec un regard
liées aux discriminations raciales. Et en fait, la personne qui m'avait demandé ça m'avait envoyé donc le jugement du tribunal correctionnel que vous n'avez pas, mais peut-être que je suis stupide en y pensant, j'aurais dû vous l'envoyer, relatif aux propos de Renaud Camus qui figurent au début du papier. Et il était question de commenter et d'apprécier la chose dans un contexte que l'on connaît aussi, comment dire, non, dans un contexte de libération d'une certaine parole raciste en France depuis plusieurs années et de montée de l'extrême droite. Donc voilà comment j'ai essayé de construire ce papier. Je voulais quand même dire un certain nombre de réserves. Donc je suis pas un spécialiste de délit de presse. Bien sûr, mon papier a été relu, c'est tout à fait juste d'un point de vue juridique, mais c'est pas ma spécialité. Mais ce que je voulais souligner là-dedans, c'est au moment où cette affaire était devant la 17e chambre correctionnelle, il y avait une autre affaire dont peut-être vous avez entendu parler avec Éric Zemmour. Alors il y a eu beaucoup d'affaires avec Éric Zemmour. Il y en a une qui est montée jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, qui l'a condamné. Alors je ne sais même plus pour quel propos, tellement il y en a eu. Je crois que c'était lorsqu'il comparait les Arabes à... je ne sais plus quoi. Excusez-moi, je ne veux pas être imprécis. Et il y en a un autre là. Il y a encore une affaire avec tous les gens de SOS Racisme qui sont allés au meeting de reconquête et qui se sont fait tabasser. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui. Donc voilà. Donc, donc qu'est-ce qu'on fait dans... Et c'était ça le sens du papier, dans un contexte de libération de la parole raciste depuis plusieurs années, mais qu'on peut retracer avec la montée de l'extrême droite et sa normalisation. Qu'est-ce qu'on fait quand on est juge, en fait? Parce que, pour en revenir à l'affaire de Renaud Camus, le propos était de dire, voilà, je l'ai là, une boîte de préservatifs offerte en Afrique, c'est 3 noyés en moins dans la Méditerranée, 100 000 € d'économie pour la CAF, 2 cellules de prison libérées et 3 cm de banquise préservée. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait de ce propos-là, sachant qu'il n'a pas été condamné? Alors il y a une rationalité juridique derrière, même si le propos peut vous sembler... me semble, moi, personnellement offensant, il n'y a pas eu de condamnation parce qu'il ne vise pas une communauté. On subodore, bien sûr, qu'il vise les Africains, mais qu'est-ce que ça veut dire, les Africains? Et en fait, je prenais la rationalité juridique dit, en gros, ça ne vise pas une communauté, et le juge dit je ne peux pas condamner ça, même si bien sûr ça peut paraître offensant d'un point de vue personnel, etc. Et alors justement j'ai voulu renverser un peu le raisonnement en essayant de me placer dans la tête de quelqu'un comme Renaud Camus et en me disant que je pense qu'il a écrit ça et qu'il a soigneusement préparé son coup. Peut-on le juger de la même manière qu'une personne lambda qui ne sait pas ce qu'elle fait? Je ne le crois pas. En fait, mon raisonnement est parti de là. Et je proposais dans ce papier de dire, voilà, il y a des gens dans l'espace médiatique, des acteurs qui sont coutumiers du fait de la parole raciste, qui sont des habitués, des clients, qui ont une certaine jouissance à venir devant les juges et de ne pas être condamnés. Est-ce qu'on peut les laisser continuer
à faire ce qu'ils font, je ne vais pas dire en toute impunité, mais toujours à les laisser être un peu aux marges de la loi. Parce que c'est fait très très intelligemment. Et je pense qu'il est conseillé pour faire ça. Donc par des avocats, des avocates, enfin, si vous voulez. Et donc je proposais de renverser la chose en partant justement en essayant de proposer que les juges soient plus attentifs au contexte et, si vous voulez, à la transformation du racisme telle qu'elle émerge là, d'un point de vue contemporain, que ce soit en Europe ou aux États-Unis actuellement, comme on le voit. C'est la grande mode, c'est celle du grand remplacement. Et cette soi-disant théorie du grand remplacement, elle a une généalogie. Et cette généalogie, il faut pouvoir la retracer. Moi, modestement, en tant que juriste, je la retrace dès le 19e siècle, en fait, dans les travaux de René Monnier. René Monnier, qui est un sociologue du droit, qui a écrit un livre qui s'appelle Le contact des races. Et dans ce livre, justement, l'idée, c'est de dire le colon est minoritaire. Donc c'est un livre qui est écrit et qui est adressé aux administrateurs coloniaux. Le colon étant minoritaire dans le territoire, comment faire pour maintenir la domination coloniale? Par quel mécanisme recourir? Parce que si on ne maintient pas cette domination coloniale, il peut y avoir des risques de subversion inverse, donc de grand remplacement, comme on le dirait aujourd'hui. Et il n'y a pas que lui, on peut trouver peut-être plein d'autres auteurs qui ont essayé de travailler dessus. Donc il y a cette peur irrationnelle de la subversion migratoire qui est à l'origine de cette nouvelle parole raciste. Et je pense que si les juges peuvent, en tout cas, c'est ce que je suggère, mais je vais vous dire après que en fait, c'est presque pas possible. Je ne sais pas si c'est possible de changer la mentalité des juridictions de ce point de vue, mais si on essayait un peu de contextualiser davantage, peut-être qu'il serait possible de considérer que la parole de Renaud Camus, bien sûr, prise isolément, ça n'engage en rien. Mais quand vous accumulez ces propos et qu'on essaye de situer ces propos aussi en les mettant en regard de ceux de Éric Zemmour ou d'autres, on se rend compte que, eh bien, peut-être que cela peut avoir un effet social. Et je pense qu'il faut faire attention, parce que c'est le problème de nous juristes, aux effets sociaux du droit. En fait, c'est le gros problème que dénonçait, que relevait, pas dénonçait, mais dénonçait aussi Daniel Lechac dans son article dans son article phare, hein, la doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme juridique. Dans ce papier, elle dit quelque chose d'important. Elle dit que, en parlant de Vichy, quand on crée une catégorie juive, ça veut dire quoi, l'effet social de cette catégorie? Parce qu'en droit, nous travaillons sur les textes, et par un raisonnement circulaire, si vous voulez, le social ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la cohérence dogmatique. Bon, j'utilise un mot un peu de philosophie du droit, mais peu importe. C'est la cohérence dogmatique du raisonnement. Est-ce qu'il tient? Est-ce que ça tient la route du point de vue de l'argumentation, des précédents juridiques et des conséquences juridiques du raisonnement? Mais l'effet social n'est pas au cœur de
de nos préoccupations. Et le cœur du papier de Daniel Ochac, c'était de dire, il y a dans la discipline juridique un processus de ce qu'elle appelle déréalisation. En s'inspirant de Barthes, donc elle dit ça, et elle dit que c'est ce processus de déréalisation qui, précisément, conduit à produire des catégories comme juifs, sans se dire que cela peut poser problème. Et je crois que en matière d'injure raciale, il est important, dans le contexte que nous connaissons, de prendre davantage au sérieux les effets de ces discours agrégés avec des personnes, des acteurs, des actrices qui sont coutumiers du fait. Autrement dit, ce que j'essaye de montrer, mais je ne l'ai pas écrit explicitement, c'est essayer d'avoir un peu conscience de la systématisation, du système, plutôt que de la parole individuelle. Je sais que c'est très difficile, cette histoire, on en parlait tout à l'heure, cette histoire de système, systémique, quand on commence à dire ça, tout le monde commence à se dire non mais c'est pas... Surtout pour les juristes, ça veut dire quoi, qui est responsable, comment imputer la responsabilité, c'est n'importe quoi, c'est pas possible, etc. C'est vrai. Mais ce que je proposais, c'est de dire, voilà, il ne s'agit pas de dire, il y a un système qui devient où la parole raciste devient de plus en plus banalisée, donc on va condamner Renaud Camus. Non, je proposais de dire, on va condamner Renaud Camus précisément parce qu'il est coutumier du fait. Et nous avons en droit des possibilités de le faire, mais bien sûr ce n'est pas en droit de... il ne faut pas regarder le droit de la presse pour le comprendre. Ça peut se trouver en droit civil ou en droit commercial. Par exemple, je sais qu'il y a la catégorie de professionnels aguerris. Bon, bah, cette catégorie-là distingue le professionnel du consommateur lambda. Quand quelqu'un vous vend, je ne sais pas, n'importe quoi, mais que c'est un professionnel, le standard d'évaluation de la responsabilité juridique n'est pas la même que si vous êtes consommateur lambda. Et je pense que c'est possible, par analogie, d'appliquer cette catégorie-là à quelqu'un comme Renaud Camus. Maintenant, je soutenais cela dans le papier, donc ça c'est ce que font les juges civils, les juges de la 17e chambre correctionnelle. Dans le même temps, il y avait eu d'autres arrêts du Conseil d'État. C'était la période où commençaient les dissolutions d'associations. Dissolution d'associations, et j'ai parlé ici de la dissolution du CCIF, qui a été jugé puisque... Tu peux dire CCIF ce que ça veut dire. Alors, comité... C'est l'islamophobie, non ? Oui. Je ne vais pas raconter n'importe quoi. C'était le comité contre l'islamophobie. Oui, mais... De l'islamophobie, contre l'islamophobie de France, c'est ça, D'accord. Bon. Et donc, alors, c'est un autre juge. Bon, là, on rentre dans les méandres de la justice en France. Il y a le juge judiciaire et il y a le juge administratif. Il y a deux ordres juridictionnels. Comme dans notre pays, nous savons toujours faire simple. Donc, il y a deux ordres juridictionnels. Et chaque ordre juridictionnel est un peu indépendant. Mais pour les dissolutions, puisque c'est un décret pris par le ministre, en fait, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur, c'est le Premier ministre, mais le ministère de l'Intérieur rédige le décret pris par le Premier ministre de dissolution d'une association. Si vous voulez faire un recours contre cette association, vous attaquez
devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État va justifier la dissolution, dont je ne parle ici que du CCIF, parce qu'il y a d'autres associations. Mais pour le CCIF, la justification, c'était de dire, parce que le CCIF évoque la possibilité d'une islamophobie d'État, cela peut générer des discours de haine qui justifient à eux seuls la dissolution de l'association. Donc là, le Conseil d'État fait une application du droit de la presse, mais raisonne comme si, et c'est ça qui est intéressant dans cet arrêt, l'État est une personne. Déjà, en droit, alors, c'est vrai que c'est une discipline réactionnaire, mais quand même, comment l'État peut-il être une personne? C'est-à-dire, comme si, moi, je vous diffamais. Là, il y a un changement, effectivement, à partir de cette jurisprudence-là, on peut identifier une forme de retournement de l'antiracisme. C'est comme si on pouvait être raciste contre l'État. Alors, ça peut soulever beaucoup de problèmes, mais en tout cas, c'est nouveau, et le juge administratif le fait avec une certaine liberté. Vous voyez ? Une certaine liberté que ne s'autorise pas, par exemple, la 17e chambre correctionnelle. Puisque, je vous ai dit que, pour ce qui concerne l'injure, il faut qu'elle soit caractérisée. Le propos de Camus est trop général. Mais dans le même temps, on va dissoudre une association qui parle d'islamophobie d'État, mais sans viser nécessairement un groupe particulier, ni une personne particulière. Mais comme c'est un autre juge qui l'interprète et qui n'est pas lié par... Un écho. Il faut demander aux gens qui sont sur Zoom d'éteindre leur micro. Est-ce que ça... Si, vas-y, parle de nouveau. Est-ce que ça fait encore... Non. Non, c'est bon. Ça va être un micro à attendez ça. C'est l'avocat qui se lève. Ils ne sont pas liés par la jurisprudence de la 17e chambre correctionnelle. Eh bien, dans ce cas, il y a une forme de liberté dans l'interprétation, une interprétation assez audacieuse que l'on aimerait bien retrouver de l'autre côté. Bon, voilà un peu le fil conducteur du papier et les questions que cela soulève. Et sur cette dernière question de savoir est-ce que l'État est une personne, cette question trouve une actualité brûlante par rapport aussi à ce qui se passe aux États-Unis. Puisque il est en fait, alors je n'ai pas les détails, mais certaines condamnations, on ne va pas dire condamnation, mais en tout cas retrait de titre de séjour, se font sur le fondement d'un texte qui semble dire la même chose. C'est-à-dire que si vous portez si vous portez atteinte ou si vous incitez à la haine contre l'État américain, vous en subissez les conséquences. Vous pourrez me dire, mais du coup, pourquoi dans ce cas-là, on ne peut pas considérer qu'il y a une liberté d'expression? Parce que dans le cas de Renaud Camus, on dit que, bon, voilà, au nom de la liberté d'expression, on ne peut pas quand même le condamner, le propos est trop général, etc. Et là, c'est totalement différent.
dans l'arrêt du Conseil d'État. Donc mon papier s'arrête là, soulève plus de questions qu'il n'en résout. Je fais des propositions parce que c'était le syndicat des avocats de France qui m'avait demandé, mais je n'ai pas l'habitude de faire des propositions. Je me suis arrêté là. Alors, une dernière chose, c'est que aussi, un des obstacles à la prise en compte d'une logique systémique pour essayer de mieux qualifier les propos de Renaud Camus, non pas en eux-mêmes, mais agrégés, comme une parole agrégée, et prenant naissance aussi dans un courant intellectuel d'extrême droite, lié au grand remplacement. Un des obstacles à ça, c'est l'individualisation de la peine. C'est-à-dire que si on peut condamner, à supposer qu'on condamne Renaud Camus pour ce propos qu'il a tenu, la prochaine fois qu'il reviendra devant les juridictions, le compteur sera à 0. En fait. Donc, voilà. Donc ça, c'est un des obstacles procéduraux majeurs. Non. Mais c'est là où l'idée de professionnel aguerri serait intéressante. Il me semble. Ça, c'est une belle proposition. On fera une question après parce qu'il faut que vous soyez avec le micro pour que ce soit enregistré. Voilà, Merci beaucoup Lionel de cet exposé en précisant des choses qui pour toi sont naturellement élémentaires, mais pour nous qui ne sommes pas juristes, c'était indispensable. Donc, à toi Marielle. Oui, merci beaucoup Lionel pour ce texte et puis pour ta présentation. Merci à Michel également pour l'invitation à discuter ce texte. J'étais très, très intéressée par cette séance et pouvoir discuter autour de tes travaux, avec un intérêt, donc Michel l'a dit, pour la sociologie du droit, mais aussi ça me ramenait, je te l'ai dit, à mes années à l'ISP, où j'avais eu la chance de travailler avec un collègue qu'on a en commun, Abdelali Ajat, et avec qui j'avais monté l'axe du labo genre, race, classe, perspective du local au global, et voilà, ça m'avait donné l'occasion de m'intéresser à ces questions. Je le précise tout de suite, je ne suis absolument pas spécialiste de ces questions de race, de discours, de haine, mais voilà, c'est des questions qui m'ont intéressée, à la fois pas comme chercheuse sur mes objets, mais peut-être qui m'ont plus interpellée en tant que citoyenne aussi. Et donc j'étais contente de pouvoir faire une lecture de ton texte, qui encore une fois n'est pas une lecture de spécialiste. Je voulais d'abord, j'ai construit ma discussion autour de 3 points. En fait, revenir d'abord dans les 2 premiers points sur les 2 points de ton argumentation que tu viens de rappeler. D'abord, le faible taux de condamnation des discours de haine qui est lié à cette conception étroite du racisme qu'on retrouve dans les juridictions, qui fait notamment fi de tout ce contexte historique que tu as bien rappelé. Et le second point qui est ce retournement du combat antiraciste, comment le droit finalement, pensé initialement pour protéger certaines victimes potentielles, se retourne contre elles à travers l'exemple du collectif contre l'islamophobie de France, le CCIF. Et dans un troisième temps, j'aimerais là revenir sur des questions peut-être plus transversales et générales, sur quand on travaille sur ces questions, l'intérêt du dialogue entre disciplines et l'enjeu du non-dialogue en fait, qui est plutôt la réalité aujourd'hui. Donc sur ta première partie, sur cette question des limites du droit et des faiblesses de condamnation, je trouve intéressant de proposer un papier là-dessus parce que c'est quand même assez paradoxal ce qu'on voit en France, c'est-à-dire que d'un côté, on voit que ces enjeux-là, dans la législation française, ils ont une logique extensive de répression dans les textes, dans le sens où au départ la législation elle visait le racisme, mais la législation antidiscriminatoire en France elle s'est étendue à d'autres enjeux, que ce soit l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, donc aujourd'hui ça couvre beaucoup plus de choses. On voit que cette législation dans le texte elle s'est renforcée depuis 1972 et ce délit d'injure raciale, de provocation à la haine raciale qui a été instauré. En 2002, on a instauré une circonstance aggravante raciale pour certains crimes et délits. En 2017,
cette circonstance aggravante raciale a été étendue à tous les crimes et délits pénaux. Donc on se dit, dans l'arsenal législatif, on se donne des outils qui, a priori, on se dit, vont aider à condamner, mais dans le même temps, on voit ce que tu montres bien, c'est-à-dire ce filtrage qui se fait tout au long du processus judiciaire, qui aboutit finalement à des faibles condamnations. Et ça renvoie à la difficulté que tu indiquais, c'est-à-dire on ne tient pas compte des mutations du racisme aujourd'hui, et ces expressions que des auteurs comme Brun ou Simon ont qualifié de racisme à bas bruit. Alors, comme tu le dis, il faut distinguer là le point de vue juridique du point de vue qu'on peut nous avoir en tant que simple citoyen. Et effectivement, ce que dit Renaud Camus, ça peut choquer, mais il ne vise pas une communauté spécifique, comme tu l'as dit. Donc, sur le plan du droit, ça tient de ne pas le condamner. Donc, quand je dis expression à bas bruit, c'est saisi du point de vue des juristes. Bien sûr que c'est pas à bas bruit quand on entend ce genre de choses, c'est pas discret, c'est très clair, mais sur le plan du droit, c'est des expressions discrètes, des expressions à bas bruit, et comment on peut les saisir et les condamner. Et c'est vraiment cet enjeu de définition et de cadrage du racisme tel qu'il va se faire au tribunal qui me semble intéressant, avec cette idée, je citais Brun et Simon qui disaient que l'enjeu finalement se situe pas tant dans la condamnation que dans l'identification du racisme. Parce que pour pouvoir le condamner, encore faut-il pouvoir l'identifier avec les bonnes catégories. Mais le premier point sur lequel je voudrais qu'on revienne ensemble, c'est la notion de liberté d'expression, qui est à la fois donc en France très protégée et très encadrée en même temps, qui donne lieu à des débats sur la scène publique, médiatique extrêmement forts. Il me semble qu'aujourd'hui en France, il y a quand même une tendance à la faveur de la montée des idées de la droite et de l'extrême droite, et notamment dans l'arène médiatique, d'une sacralisation de la liberté d'expression pour légitimer une forme de racisme décomplexé. Ma question, c'est quid finalement de ce qui se passe dans la sphère judiciaire par rapport à cette liberté d'expression, comment elle est appréhendée et opposée à ces délits d'injures racistes, d'appel à la haine, etc. Donc là, j'ai lu un texte de Gwenaëlle Calves où elle fait le lien entre liberté d'expression et différentes catégories de faits, et notamment tout ce qui relève de la menace. Et elle dit la difficulté dans le droit, c'est que bien sûr, au regard du droit, les États sont tenus d'interdire et de pénaliser tout appel à la haine, quelque forme qu'elle est, mais qu'en même temps, le juge doit statuer sur une chaîne, je la cite, une chaîne causale qui va des mots aux actes. Donc cette idée que le discours de haine, finalement, il ne va pas être sanctionné parce qu'il est haineux, mais parce qu'il est dangereux. Donc ce qu'on condamne, c'est les effets de ce discours de haine, aux réactions qu'il pourrait susciter. Et elle dit que dans la jurisprudence, quand on regarde, généralement, le juge français avait tendance à condamner ce type de propos, mais que désormais la Cour de cassation va être plus exigeante pour condamner. Et elle prend l'exemple en 2018 où elle dit que la Cour de cassation a exigé que pour que le délit soit constitué, il faut qu'il y ait une véritable exhortation, c'est le terme exhortation à la haine, quand bien même cette exhortation se fait de manière implicite. Et elle dit, si on regarde après les décisions, elle dit qu'il y a des trucs extrêmement contradictoires, puisqu'on voit à la fois la Cour de cassation qui va condamner des tweets où on dit il y a trop de noirs en équipe de France, il y a trop de juifs à la télé, mais que d'un autre côté, on ne va pas condamner un maire d'une commune qui va dire il y a 91% d'élèves musulmans dans une classe, c'est quand même un problème. Donc elle dit, voilà, on se retrouve avec une jurisprudence, enfin des décisions qui ne semblent pas suivre une cohérence en tout cas. Et donc ma question aux juristes, c'est peut-être celle-là, comment est-ce qu'on peut aboutir à ce type de décision aussi contradictoire? Tu évoquais tout à l'heure la liberté qui peut varier selon qu'on est au tribunal correctionnel, le Conseil d'État, c'est pas la même, mais il me semble que pour les non-spécialistes, il y a quand même quelque chose qui interpelle sur la diversité, voire la contradiction des décisions. Les deux exemples que j'ai donnés, c'est la même année c'est que la Cour de cassation les a rendus, et qui me semble aussi poser le manque de définition juridique de termes comme celui d'exhortation. On dit il faut qu'il y ait une exhortation, mais finalement, la conception, en tout cas l'acceptation qu'en a les juges, peut être vraiment à géométrie variable. Sur la question donc, de ce contexte, de l'importance du contexte que tu considères comme un outil, en tout cas une manière peut-être d'aller appréhender plus finement le racisme sur le plan juridique,
voilà, je trouve ça intéressant, voilà, quand tu reviens sur ces mutations du racisme, à la fin de ton texte, tu reprends l'expression de Balibar, hein, le racisme sans race. Mais c'est bien cette idée qu'il y a eu un tournant dans les années 80 en France, avec l'idée que le racisme il devient davantage culturel, religieux, mais pas uniquement biologique, et que ça fait justement qu'il est peut-être plus difficile à saisir par les tribunaux. Donc ça, je trouvais ça extrêmement intéressant et stimulant du point de vue de la réflexion. Et je me demandais, alors là, parce que tu invites les juges à tenir compte de ce contexte historique, mais moi je te demande à toi, dans ton analyse, quelle place tu donnes à un autre contexte, qui n'est pas le contexte historique, mais qui est plutôt le contexte, je dis social pour le dire vite, mais je m'en explique. Et là, je me base sur un texte justement d'Abdelali Ajat qu'il a coécrit avec Ehani et Rodrigue en 2019 sur infraction raciste non confirmée, où ils ont fait une étude dans des tribunaux pour voir voilà, quel type de faits était donné lieu à condamnation, et où ils insistent sur des éléments qui tiennent. Alors, ils évoquent plusieurs facteurs, hein, la conclusion est la même que la tienne, c'est qu'il y a des condamnations qui restent très faibles, mais parmi les facteurs explicatifs, ils soulignent notamment la question des conditions structurelles de l'exercice de la profession de juge, et notamment qu'on est sur voilà, des juridictions qui sont sous pression, avec très peu de moyens, en termes de ressources humaines notamment, trop d'affaires, pas assez de personnel, un manque de formation assez criant. Il donne l'exemple des référents racisme dans les tribunaux, qui en fait pour certains n'ont même pas reçu de formation. Et il le présente voilà, comme un élément majeur dans le fait que les condamnations sont faibles, parce que le procureur va avoir cette logique de dire face à la masse d'affaires qui arrivent, on va considérer celles qui paraissent gagnables, celles où la preuve, il y a administration de la preuve qui peut permettre de condamner, autrement c'est une perte de temps. Donc je me demandais, voilà, j'aimerais t'entendre là-dessus, est-ce que pour toi cet argument de la contrainte qui pèse sur les acteurs judiciaires est de moindre importance, ou est-ce qu'elle te paraît centrale ou non? Voilà, parce que c'est un argument qu'on peut retrouver par ailleurs. Sur la deuxième partie de ton texte maintenant, sur la dissolution là, du CCIF et ce retournement du combat antiraciste, donc effectivement forcément ça m'a renvoyé à un texte que j'ai relu pour l'occasion, c'est le livre de Abdelali Ajat et Marwan Mohamed sur le déni d'islamophobie, sur l'islamophobie en France, et plus particulièrement le déni de l'islamophobie. Et il montre bien voilà, cette logique de, je les cite, de cordon sanitaire qui vise à poser une règle d'infréquentabilité de certaines associations et personnalités. Et c'est bien la logique qui semble avoir prévalu dans cette dissolution du CCIF. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils reviennent sur qui c'est qu'on cible finalement en allant sur la dissolution du CCIF. Il dit c'est pas les musulmans extrémistes radicalisés qui d'eux-mêmes se mettent à la marge de la société, c'est pas les musulmans non politisés qui eux-mêmes ne s'impliquent pas dans le débat public, c'est qu'on va viser au contraire les musulmans qui ont un certain capital social, un certain capital scolaire et qui veulent avoir leur place dans le débat public, c'est eux finalement qu'on réduit au silence. Donc ça je trouve intéressant parce qu'il y a cette réflexion qui me paraît importante, c'est comment on recontextualise le rôle du droit dans un environnement qui paraît assez largement hostile à l'islam. Et il donne un exemple qui me paraissait intéressant. Il dit finalement comment on pourrait considérer discriminatoire d'exclure des jeunes filles qui portent le hijab à l'école publique à partir du moment où c'est justifié par la loi et par la jurisprudence. Et donc je trouvais ça intéressant ce passage parce que finalement on a l'impression d'un déplacement de l'enjeu avec cette idée que c'est pas tant la pratique du droit qui limite la reconnaissance des discriminations, mais le contenu de droit lui-même qui pourrait aussi venir les renforcer. Et forcément, voilà, moi je suis pas juriste, mais d'un point de vue sociologue, on a envie de rattacher tout ça, ces dynamiques, etc., à un contexte plus large et des débats autour d'une notion qui elle aussi fait beaucoup débat en France, c'est celle de laïcité. Et tu as parlé des mutations du racisme, on pourrait aussi parler des mutations de la laïcité et du sens qu'on donne à la laïcité dans ce pays. Donc là, il y a bien sûr tous les travaux de Jean Bobéro là-dessus. Et j'ai repris un texte où il dit comment on est passé d'une laïcité politique à une laïcité identitaire, là aussi à la faveur de la montée de la droite et de l'extrême droite.
Et je trouve intéressant parce que finalement on a l'impression que ces mutations du racisme et de la laïcité, elles tendent à se renforcer dans leur logique excluante. Et donc voilà, je ne reprends pas, mais tous ces développements sur comment la laïcité sert aujourd'hui à masquer une nouvelle forme de xénophobie. Et là aussi, sur ce contexte plus global que connaît la France actuellement, j'aurais voulu t'entendre, voilà, est-ce que tu partages cette vision d'une conception nationaliste de la laïcité qui tendrait à s'imposer aujourd'hui, et dans quelle mesure est-ce que justement elle pourrait jouer dans la manière dont juridiquement les juges vont aborder les discours de haine au sein des tribunaux. Parce que les effets, on les voit très clairement, enfin, sur le mouvement antiraciste justement dont on parle en France, on voit aujourd'hui qu'il y a des scissions entre ceux qui concrètement vont considérer que l'antiracisme doit être républicain et universaliste, et donc à ce titre, on ne va pas défendre des manifestations publiques de la religion qui seraient perçues comme un signe d'intégrisme, et ceux qui, au contraire, disent qu'il faut défendre, notamment ici en espèce, les musulmans, car on les rejette en raison de leur religiosité, et que de ce point de vue, on transgresse le principe de non-discrimination. Donc là, on voit qu'il y a quand même une scission au sein même du mouvement antiraciste par rapport à ces enjeux de racisme fondés sur la religion. Donc là, je monte, on va dire, plus en généralité sur le contexte de la France contemporaine, mais ça m'interroge sur les effets possibles que tous ces débats sur la liberté d'expression, sur la laïcité, ils peuvent avoir dans l'arène judiciaire et dans la manière dont les juges motivent notamment leur jugement. Ça a un autre point, et que ça j'ai trouvé intéressant, je connais moins mais que je trouve très, très riche, c'est ce que tu as évoqué à la fin, comment l'État en fait et les institutions sont considérées comme des personnes qui peuvent devenir finalement la cible et les victimes de discours de haine. Donc ça me paraît assez marquant, mais pardon, ça, je vais le garder pour la fin, sinon j'ai peur de perdre ma logique, mais c'est le point sur lequel j'aimerais finir. Avant cela, peut-être revenir sur la notion de racisme systémique. On en a parlé tous les deux. Elle me paraît voilà, vraiment intéressante. Et voilà, les travaux sur le racisme systémique montrent comment cette notion permet de sortir de ce piège que tu as évoqué, c'est-à-dire une conception individualisante du racisme, pour mettre vraiment en jeu la question de la responsabilité, des responsabilités au sens pluriel du terme, que finalement ne sont pas prises en compte. C'est que là, ça permettrait du point de vue du droit, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, de sortir le juge de la réflexion autour de l'intentionnalité raciste. Est-ce que cet individu avait une intention raciste en prononçant tel propos, pour justement aller plutôt sur la question des effets, des conséquences de la parole sur les victimes potentielles. Comment cette victime a ressenti cette parole, comment cette parole a pu lui donner le sentiment de la mettre en danger, voire là, très concrètement, mise en danger. Ça permettrait donc, en dissociant racisme et intentionnalité, peut-être d'aller vers plus de condamnation. Mais là, voilà, je ne sais pas comment, il y a beaucoup de travaux en sciences sociales pour le coup sur le racisme systémique. Est-ce que c'est complètement ignoré des juges, des professionnels du droit, ou est-ce que c'est des choses qui, je ne dis pas forcément seraient applicables comme ça, tu le dis bien, voilà, la peine elle est individualisée, il y aurait un enjeu de mécanisme, etc., de techniques juridiques, mais est-ce qu'au moins ces débats, ils ont une place ou absolument pas? Ça, je me posais la question sur le retournement du droit, enfin, par rapport aux victimes potentielles. Donc tu dis, voilà, il y a cette idée que ça se retourne contre les victimes potentielles. Ici, le CCIF qui se retrouve dissous. Donc ça, c'est au niveau d'une association. Mais au niveau individuel, ça a aussi été montré. Là, je citais l'article de Keyani et Ajad qui m'a beaucoup surprise parce qu'ils ont travaillé sur 500 affaires et ils montrent que sur ces questions d'incitation à la haine, etc., parmi les mises en cause, on trouve 31% de non-blancs qui sont mis en cause, ce qui peut paraître une proportion assez conséquente sur ce type de délit. Il se réfère beaucoup aux travaux nord-américains parce que finalement il y a peu de travaux en France sur ces questions pour essayer de comprendre comment c'est possible. Donc il renvoie
à l'enjeu bien sûr du racisme institutionnel, mais ils évoquent cet argument qui rejoint celui que tu développes dans ce deuxième point, c'est l'infraction pour hostilité anti-française. Donc eux, ils refusent d'utiliser le terme de racisme anti-blanc, mais ils disent que finalement, si on retrouve 30% de mises en cause qui sont des personnes racisées, c'est parce que souvent elles le sont pour des infractions pour hostilité anti-française. Et donc ça renvoie à cette idée, voilà, tu dis, où finalement, est-ce que voilà, les propos du CCIF en dénonçant une islamophobie d'État, est-ce qu'ils relèveraient de cette hostilité anti-française? Là, je provoque un peu, mais je me dis, est-ce que tous les travaux de sciences sociales qui travaillent sur le privilège blanc, les sociologues vont être poursuivis pour hostilité anti-française parce qu'ils posent cette hypothèse-là. Mais voilà, je me demandais finalement, est-ce que il y a des travaux en droit, je ne parle pas en sociologie, en droit, et puis là aussi des débats entre jurys sur cette question qui en ouvre d'autres, c'est-à-dire tout le débat qu'on entend sur le racisme anti-blanc qui est largement instrumentalisé par l'extrême droite, et à contrario, quelque chose qui nous intéresserait plus, c'est la notion du privilège blanc. Est-ce que là aussi, c'est des choses qui apparaissent ou qui au contraire sont largement marginalisées? Et puis pour finir, j'ai déjà été trop longue, mais sur l'enjeu des disciplines, des méthodes, etc. Très rapidement, j'avais 3 points. C'est à la fois que je trouve ton papier extrêmement riche, je citais les travaux d'Abdelali Hajat, qui donnent vraiment de la matière, mais c'est souvent à partir d'études de cas. On est sur des démarches, voilà, on met la lumière sur une affaire emblématique, etc. Et la question, qui peut paraître basique comme ça, mais quand je veux dire de la montée en généralité, c'est parce que Hajat le souligne dans cette étude, la dernière étude que je citais avec Keyani, où là ils ont mobilisé un appareillage à la fois Kanti et Kali, et où ils disent que c'est absolument nécessaire pour avoir une vision, on va dire, très large des décisions en France et des grosses tendances, on va dire des tendances lourdes de la jurisprudence. Donc ça implique souvent des équipes de recherche, c'est difficile individuellement de produire ça. Et je me demandais si en droit, tu avais connaissance de projets, alors en sociologie, bon moi je travaille sur les questions de genre, mais il y a eu le programme Régine qui a été mené par des juristes, il y a le programme Visage par des sociologues, qui essaie justement d'avoir cette approche un peu globale. Est-ce qu'en droit, sur les questions de racisme, il y a des projets de cette nature? Ça me paraît important, parce que des fois, les résultats qui peuvent en sortir sont assez contradictoires. Et je trouvais intéressant, c'est-à-dire, les 2 textes de Hajat que j'ai cités amènent des résultats contradictoires. En 2013, sur le déni d'islamophobie, ils disent « ce déni, il est partout, y compris dans la justice ». Et dans le texte de 2019, là, sur l'étude des 500 affaires étudiées, ils voient quoi? Qu'en fait, il y a 2 formes de racisme qui sont reconnues par les tribunaux. C'est l'antisémitisme et l'islamophobie, contrairement au racisme anti-noir ou anti-maghrébin, qui, dans les 500 cas qu'ils ont étudiés, sont beaucoup moins présents. Donc, je donne les chiffres. Il dit le racisme anti-juif, quand il est en cause, les affaires ont 39 fois plus de chances d'être confirmées. L'infraction raciste a 39 fois plus de chances d'être confirmée par rapport à celles qui n'ont pas de fait anti-juif. Donc là, il l'explique, il dit en France, il y a une forte sensibilisation autour de l'antisémitisme politique, etc., qui permet de comprendre ça. Mais il dit, fait beaucoup plus surprenant pour le racisme anti-musulman, donc c'est certes moins important, mais il dit les affaires où il y a un fait anti-musulman ont 8 fois plus de chances d'être confirmées par rapport à celles où il n'y a pas de fait anti-musulman. Et dans le texte, ils disent que c'est difficile à expliquer, puisque là, contrairement aux associations juives qui sont bien établies, qui ont un lien direct avec l'État, qui ont une influence sur les politiques publiques, les associations de lutte contre l'islamophobie, elles ne sont pas considérées comme des acteurs légitimes, et comme tu le montres très bien dans ton texte, elles sont même considérées comme des ennemis de la République. Donc, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce paradoxe, ces résultats paradoxaux auxquels il aboutit lui-même, à la fois de cette islamophobie qui s'exprime dans une dissolution comme celle du CIF que tu as étudiée, et ces affaires qui laissent à penser que quand même, par rapport notamment au racisme anti-noir, le racisme anti-musulman est considéré dans les tribunaux. Et je t'ai prévenu avant qu'on commence la séance, mais je terminerai par une petite affaire, ma poêle à gratter, mais sur les débats entre juristes sur la place de la race. La race entendue ici comme une matrice qui irrigue ou qui a pu irriguer le droit français. Et donc là, je me réfère aux travaux de Gwenaëlle Calvez, qui, elle, défend l'idée que la race a eu, donc j'insiste, comme matrice idéologique, a eu une influence très limitée en droit français. Pour elle, très clairement, ça se limite à la période de Vichy.
Elle dit que oui, elle dit notamment que pour la traite négrière, l'esclavage et la colonisation, il n'y avait pas de dispositif juridique explicite sur la race, que c'était certes structurant, mais seulement implicite. Et elle a des mots assez sévères sur les études postcoloniales. Je la cite. Pour elle, les entreprises de réhabilitation de la race en sciences sociales ne contribueraient pas à renouveler les débats juridiques, car, je cite, les tenants des nouveaux savoirs critiques de la race ne peuvent et ne veulent parler qu'entre eux. Ça, c'est son point de vue, et qui est très en contradiction avec ce que notamment tu as pu écrire là dans un autre texte avec Sylvia Falconieri et Laetitia Guerlain sur Penser la race un juriste, le dossier que vous avez coordonné pour Droit et Société, et où vous partez au contraire dans votre introduction sur le fait que les rapports race et droit dans le champ juridique français sont restés un impensé, et vous dites bien qu'on ne peut faire comme si la race, entendue comme catégorie conceptuelle et non juridique, jouait un rôle mineur dans le raisonnement juridique du juge ou de la doctrine, au risque de minorer les effets produits par l'arrière-plan racial sur les catégories et le raisonnement juridique. Donc vous plaidez au contraire pour la prise en compte de l'influence de ce prisme racial sur la manière dont fonctionne le droit français, et bien au-delà du régime de Vichy, et là vous donnez, et c'est l'objet du dossier, vous donnez l'exemple du droit colonial, qui paraît en effet fondamental dans une nation, et vous le rappelez, je vous cite, qui a été une nation coloniale de premier ordre, comme la France. Donc voilà, au-delà de la controverse, ici, ma question, c'est comment justement, quand on est tenant de cette position, qui est la vôtre, que vous défendez dans le dossier de Droit et Société, comment justement, dans une logique interdisciplinaire, ou en dialogue avec d'autres disciplines, quelles sont les contributions méthodologiques, épistémologiques, des études postcoloniales, mais aussi des critical race theories, des law and society studies. Qu'est-ce qu'on pourrait aller piocher dans ces appareillages théoriques, conceptuels, qui pourraient servir le droit dans cette logique de repenser la race? Voilà, désolée, j'ai été un peu long. Merci. La question... bon, alors, on peut vider le débat assez rapidement en disant que dans la doctrine juridique, que je sache, française, il y a très peu de débats sur cette question. C'est inexistant. Il y a eu le travail pionnier de Daniel Lochac, la doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme juridique, qui était déjà un travail qui entendait rompre avec ce que l'on a appelé dans le milieu juridique, après la Seconde Guerre mondiale, la doctrine Bufando, du nom d'un ancien conseiller d'État, qui disait qu'en gros, bon, on avait collaboré, mais bon, quand même les institutions judiciaires étaient restées plus ou moins propres. Ben voyons. Oui, c'est ça. Je pense que c'est vrai que il faut regarder les choses sur le long terme, et c'est vrai que cet article en 1989 venait briser un tabou assez fort, il me semble, implicite, visant à dire que, en gros, les juristes n'avaient pas fait, enfin, pas totalement blanc, mais bon, voilà. Donc ça c'est, tu vois, il y a eu ce papier en 89, il y a eu d'autres travaux. La structuration de la doctrine juridique est faite de telle manière que c'est en histoire du droit que émergent les premiers travaux après la Seconde Guerre mondiale sur l'histoire du droit colonial, et il serait intéressant de savoir pourquoi c'est en histoire du droit que cela émerge. Moi, je plaide pour que cela ne soit pas limité à l'histoire du droit, mais parce que la chose innerve l'ensemble. Nous sommes, donc, on distingue histoire du droit, droit public et droit privé. Donc, c'est pas, en fait, que ce soit droit public ou droit privé, ce sont des disciplines qui s'inscrivent dans une historicité. On ne peut pas parler de la doctrine juridique française du 19e siècle, de la Troisième République, sans aussi parler d'une doctrine
qui a aussi travaillé sur le colonial et qui s'est posé beaucoup de questions sur le colonial. Ça, c'est pas possible. Donc, il y a, et là je suis pas totalement d'accord pour circonscrire en fait, comme le font d'autres, comme Gwenaël Calvez, le racisme à Vichy, la traite négrière et la colonisation. Je pense pas. Je pense qu'il y a des continuums. Je pense qu'il y a des travaux qui l'ont montré. Je pense au travail de Sylviane Larcher sur la citoyenneté dans les Antilles françaises quand même. Donc voilà. Donc je plaide pour quelque chose de regarder les choses de manière plus globale, quoi. Et alors, il n'y a pas de débat, pour répondre donc à ta question, pas de débat dans la doctrine juridique française sur qu'est-ce que le racisme, qu'est-ce que l'antiracisme. Il y a quelques travaux, bien sûr, le travail de Gwenaël Calvez, le travail de Daniel Louchac, mais c'est des travaux très circonscrits à telle ou telle thématique. Donc on n'a pas encore de véritables travaux. Alors moi j'ai essayé de travailler aussi dessus, je continue à travailler, mais pour aller vite, l'approche qui est la mienne, c'est surtout de ne pas en rester à des débats conceptuels qui m'apparaissent vides de sens. Ça ne veut pas dire que je suis contre le conceptuel. Non. Mais je pense qu'il faut prendre le matériau juridique français, l'examiner et regarder là-dedans qu'est-ce qui relève d'un héritage colonial ou pas. Donc c'est en regardant véritablement ce matériau qu'on pourra faire un inventaire de où on en est. Et ça me mènerait trop loin, mais par rapport au travail de Ajat et Keyani, Infraction raciste non confirmée, que j'ai lu, oui, j'abonde dans leur sens. C'est-à-dire que actuellement, avec les étudiants et étudiantes à Nanterre, on travaille sur une affaire qu'on a découverte totalement par hasard, rendue par le tribunal correctionnel de Paris sur l'entreprise Adecco, que tout le monde connaît, qui avait fait un fichier de placement, et ce fichier en fait se fondait sur des catégories ethno-raciales. Donc il y avait des codes. Donc quand on voulait un blanc, on disait on veut un BBR, et quand on voulait pas de subsaharien, on disait on veut pas de PR4. Donc je vous parle d'une affaire qui a commencé, en fait, oui, les premiers recours ont commencé à être introduits en fin des années 90, donc 1999-2000. La justice rend la décision en 2024. Comment on peut expliquer ça? Au-delà de simple émotion, mais comment, et là on rentre dans une question sociologique, comment la machine judiciaire, comment la chaîne pénale a pu traiter cette affaire de telle manière qu'elle ait pu durer 24 ans. Et bien là, on est obligé d'intégrer les contraintes liées à la formation des juges, au manque de référents sur les questions de discrimination, aux priorités du parquet, mais aussi aux intérêts économiques en jeu. Clairement, alors les donneurs d'ordre, je sais que je suis enregistré, les donneurs d'ordre, entre autres,
il y avait le ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est-à-dire, publiciser tout ça, les enjeux économiques qui vont avec, sachant que au fur et à mesure de la recherche, donc c'est une recherche qu'on fait avec des étudiants, une autre collègue en M1, au fur et à mesure de la recherche, on se rend compte que ADECO avait aussi été condamné parce que pour L'Oréal, l'entreprise L'Oréal ne voulait que des mannequins blancs à un moment donné. Je ne sais plus c'était dans quelle année. Donc, en fait, par capillarité, on se rend compte en effet que l'institution judiciaire est saisie d'un problème, je ne sais pas l'appeler autrement, systémique, fondé sur la production d'un fichier, et la production de ce fichier est utilisée pour satisfaire une clientèle, les besoins d'une clientèle. Donc, il y a une offre, il y a une demande, mais la demande, parfois, peut spécifier tel ou tel profil ethno-racial. On ne veut pas de subsahariens en salle pour se servir, on ne veut pas de maghrébins pour faire ceci. Donc, c'est en travaillant sur ces affaires-là qu'on commence à identifier les variables sociologiques dont tu parles. Et je me suis... telle est la méthode que moi j'adopte. Et ensuite, on monte en généralité. Et en montant en généralité, on est obligé de chercher du coup des outils conceptuels qui peuvent éclairer notre démarche. Malheureusement, en France, il n'y en a pas énormément. Donc, je suis obligé de me tourner vers les travaux nord-américains, tout en étant conscient que ce n'est pas la même histoire non plus. Donc, je fais attention. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent de ce qu'on fait dans notre travail, je ne suis pas un américanolate, mais je suis bien obligé de regarder ce qui se fait là-bas, parce qu'il y a une production importante de ce côté-là. Et c'est là qu'on monte en généralité. C'est là que, par exemple, les travaux sur ce qu'on appelle le mouvement Critical Race Theory, on pourra en parler des heures, m'apparaissent importants, mais pas seulement ça, mais aussi d'autres travaux liés au mouvement post-colonial, sachant que je ne connais malheureusement pas les travaux sur le décolonial. Voilà, donc j'ai épuisé mon temps, je ne veux pas